Bienvenue, je suis Alvin Nikamchoun. Je fais partie des animateurs de la conférence et vous parle depuis Winnipeg, Alberta. Donc, c'est le territoire traditionnel de nombreuses Premières Nations comme les Cris, les Nénètes, les Stoney, les Blackfoot aux pieds noirs. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir grandi et de travailler sur ces territoires. Donc, maintenant, donnons la bienvenue à Lindsay Wilson, qui est consultante en santé des femmes et éducatrice sexuelle. Elle travaille comme gestionnaire de recherche au Centre d'excellence pour la santé des femmes et poursuit une maîtrise en travail social à l'Université Wilfrid Laurier. Elle est Lydie vit avec des douleurs chroniques depuis plus de 15 ans, ayant souffert de migraines et d'endométriose. Donc, je présume qu'elle va mieux se présenter elle-même et vous exprimer, vous parler de ses expériences. Alors, je vous passe la parole, Lindsay. Merci beaucoup de ces gentils mots d'introduction. Laissez-moi partager euh, mes diapositives. Vous savez, c'est tout un cadeau d'être avec vous, de m'adresser à cette conférence qui ou des gens qui assistent, enfin qui visent plus particulièrement les gens souffrant de douleurs chroniques. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter, vous parler de la douleur chronique très brièvement. Nous savons pertinemment ce dont il s'agit. Nous allons expliquer pourquoi certaines populations sont plus impactées que d'autres par la douleur. Et ensuite, je vais vous présenter les soutiens multidisciplinaires et où les trouver. Alors, avant de commencer, je tiens à reconnaître que nous, nous nous joignons à vous depuis, en fait, différents territoires de peuples autochtones. Donc, je remercie, en fait, les différentes Premières Nations qui ont gardé nos territoires. Moi, je me joins depuis les territoires de Yellowknife, Mississauga, Mississauga et qu'on l'on appelle Toronto aujourd'hui, pardon. Donc, cette photo que vous voyez ici a été prise alors que j'étais à Yellowknife, sur le territoire de Tchaftchaki, dans le cadre d'un projet sur les opioïdes sur ordonnance, prescription ordonnance aux femmes souffrant de douleurs chroniques. Alors, je remercie énormément et je montre mes mains en gratitude pour les femmes qui ont contribué à ce projet, notamment les femmes autochtones qui ont raconté leurs histoires. Et j'aimerais m'arrêter avant de commencer parce que hier, en fait, Justin Sinclair, qui a consacré sa vie pour la réconciliation et ses travaux à la commission, en fait, a beaucoup éclairé mes propres travaux. Il a donné la parole aux survivants des pensionnats autochtones, etc. Donc, je tiens juste à réfléchir à son héritage et comment est-ce que il a permis de contribuer en fait à la réconciliation. Donc, alors, merci. Vous m'avez très bien présenté et je ne crois pas que je vais pouvoir en dire plus sur qui je suis, mais j'aimerais commencer par vous parler en fait de mon parcours dans la douleur. Et à mesure que vous allez voir certaines diapositives, vous allez voir des diapositives qui viennent du Centre d'excellence pour la santé des femmes. Vous allez voir aussi Sex and Spoon, c'est mon travail en tant qu'éducatrice sexuelle. Et ça, c'est vraiment consacré à l'appui des personnes souffrant de douleurs chroniques et puis s'y retrouver dans les relations sexuelles. Donc, vous allez voir différents logos en bas. Et en fait, c'est ce que je voulais vous dire dès le départ. Donc, beaucoup d'entre nous ont souffert de douleurs chroniques. Donc, ça, c'est une version très brève. Je crois que je le dis dans ma bio, ça fait 15 ans que je vis de douleurs chroniques. En fait, c'est plus proche de 20 ans. Et c'est quelque chose qui est très surprenant. Je suis une personne qui a 14 15 ans, en fait, qui a raté en fait plusieurs années d'école, un mariage, et qui 20 ans plus tard, en fait, on peut faire une présentation à des personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Moi, mes douleurs chroniques, c'est un parcours que j'ai vécu comme beaucoup d'entre vous. Et j'ai continué à travailler, à suivre mes études. Et en 2021,
Mais en 2020, mes douleurs ont été vraiment insupportables. Donc, j'ai eu une endométriose et avant le diagnostic, j'avais du mal vraiment à terminer des tâches de base, j'avais du mal à marcher. Et c'est par hasard qu'à l'époque, Santé Canada a offert des fonds pour étudier l'utilisation de drogue et puis les douleurs chroniques. Et le centre, en fait, pour la santé des femmes, a obtenu une bourse. Alors moi, ça a commencé bien avant. En 2021, eh bien, je me suis lancée dans ce projet avec le Centre d'excellence pour la santé des femmes. Donc, alors, quand on entend par douleur chronique, pourquoi est-ce que ça apparaît plus particulièrement chez certaines populations? Qu'est-ce que cela veut dire quand on parle de gestion exhaustive de la douleur? Je présume que beaucoup d'entre nous ont vu de cette définition. En fait, donc une expérience sensorielle et émotionnelle qui est associée à des dommages potentiels du tissu. Ça peut être en fait quelque chose qui nous avertit d'une condition médicale ou ça peut en fait continuer malgré la gestion de la maladie qui est à l'origine de cette douleur. Et lorsque l'on parle de douleurs chroniques, on parle de douleurs qui sont persistantes et qui durent au moins 3 mois. Et ça peut devenir en fait un problème unique chez certains patients. Et comme l'honorable ministre l'a dit, eh bien, les gens reconnaissent en fait la douleur chronique chez les gens. Et nous savons très bien que la douleur peut être multifactorielle. Nous avons des différents facteurs qui expliquent ça. Bon, je vais parler de biosocial plutôt que plurifactoriel parce que je ne suis pas une clinicienne, mais dans ce cas, cela signifie exactement la même chose. Et je crois que c'est quelque chose qui valide ce qui se passe dans le monde de la recherche. C'est que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît aujourd'hui la douleur chronique comme une maladie et non pas comme un symptôme de quelque chose d'autre. Parce que je pense que pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, cette reconnaissance que la douleur chronique est une maladie, en fait, c'est tellement puissant, c'est tellement important. Et ça, ben, tout simplement parce que quand on nous a dit ce qui provoquait la douleur, c'était l'anatomie ou la physiologie, mais en réalité, ce qui provoque la douleur chronique va beaucoup plus loin. Et je ne pense pas qu'on puisse vraiment bien comprendre la douleur chronique et la gestion de la douleur chronique sans parler à la nature et à la façon dont ça peut contribuer à la disproportionnalité de la chronique. De la douleur chronique. Au Canada, la douleur chronique, en fait, très souvent remarquée chez les gens qui demandent des soins. Comme pour de nombreuses maladies, en fait, cela n'est pas réparti de manière équitable. Ici, à l'écran, vous avez différentes populations qui sont affectées de manière disproportionnée par la douleur. Donc, ça a été, elles ont été identifiées grâce à un rapport, mais j'ai inclus ici qui provient du Centre d'excellence pour la santé des femmes. Et ça, c'est très important parce que nous savons que nous connaissons les défis pour pouvoir gérer la douleur chronique. Et on nous a dit en fait très souvent que tout est dans notre tête. Or, on a les preuves pour montrer le ratio en fait de TMG disorder est de 9 à 1. Donc les femmes qui en fait éprouvent ça de 1 à 9 par rapport aux hommes. 10% des femmes et un nombre inconnu de personnes transgenres, etc., ont également. Ça, c'est lié à l'âge de reproduction, mais aussi on voit des femmes qui présentent des cas d'endométriose bien avant. Donc, 80 à 90% des gens qui se voient diagnosticer ça sont des femmes. Et c'est pas juste comme vous voyez dans notre tête. Alors, quand on parle de la complexité de la douleur, c'est vraiment très important de comprendre qu'il y a en fait des implications dans la vie réelle sur les sexes et les genres des personnes. Ces différences ont une incidence sur la gestion de la douleur. Donc, maintenant, je ne veux pas rentrer dans toutes les données scientifiques, mais je vais vous parler quand même de quelques-unes.
d'entre elles. Alors, ça, c'est un autre élément qu'on utilise beaucoup au centre. Ça a été créé pour comprendre en fait les facteurs liés au sexe et au genre qui affectent en fait la douleur chronique chez les femmes. Quand on parle de sexe, comme vous voyez à gauche, je ne parle pas uniquement de notre anatomie, mais de nos hormones, de nos gènes, de notre physiologie et notre anatomie et de notre neurobiologie. Et la raison pour laquelle je fais une grande distinction entre les sexes, c'est pour différentes raisons. Tout d'abord, on voit ces différences dans l'administration d'hormones, mais aussi on voit différents mécanismes neurophysiologiques qui contribuent aux expériences d'une douleur accrue chez les femmes. Et l'autre raison pour laquelle je parle de sexe, c'est parce que pour les personnes transgenres, etc., bon, gérer la douleur crânique, peut-être qu'elles n'ont pas encore eu de chirurgie de genre, elles vont quand même vivre en fait certains facteurs. Donc c'est très important qu'on ne perde pas de vue notre sexe à la naissance, notre genre à la naissance et notre sexe, parce que cela nous raconte beaucoup l'histoire de douleur. À droite, on voit beaucoup de douleurs. On parle de genre, mais c'est pas juste l'identité de genre, mais c'est aussi la douleur liée à notre rôle dans la société, dans les institutions, etc. Un exemple que j'utilise souvent et qui est lié à l'identité de genre, c'est comment la douleur chronique peut avoir une incidence sur la perception de la féminité et de la masculinité et le sentiment d'appartenir à un genre propre. Et je parle beaucoup dans mes travaux de la façon dont la douleur chronique, en fait, a une incidence sur notre corps. Cette personne que notre corps appartient à un genre, eh bien, ça peut être difficile. Comment est-ce que l'on pense à différentes questions? On ne peut pas juste penser de notre identité, mais aussi de notre lien, de nos liens quand on demande des soins de santé ou quand on s'engage dans une relation. Donc, tout cela interagit avec nos expériences même quant à la douleur. Et bien évidemment, on voit très bien comment la douleur se manifeste chez les personnes qui ont des identités intersexuelles. Donc, par exemple, il y a une étude canadienne qui s'est intéressée au lien entre la douleur, la discrimination et le stigma chez les personnes qui s'identifient comme autochtones ou LGBTQS, les réfugiés et les nouveaux arrivants. Ce sont différentes populations qui, nous le savons, vivent beaucoup d'inéquité, de stigma, de discrimination et partant de douleur. Donc, ici, eh bien, comment est-ce que l'identité et l'interidentité est ressentie selon les traitements? Et beaucoup pensent que le traitement est lié en fait aux expériences traumatisantes. Donc, il est très important pour nous de réfléchir à la façon dont on parle de la gestion et des traitements en la matière. Parce que si vous ne cherchez pas des soins ou vous n'y avez pas accès, eh bien le traitement va être complètement différent de quelqu'un qui se sent en sécurité et qui n'a pas de peur, de crainte à aller rencontrer un prestataire de soins de santé. Alors, ça, c'est justement une idée de la disproportionnalité. Maintenant, je vais vous parler certains des résultats de notre recherche financée par Santé Canada. C'est au sujet de la douleur chronique chez les femmes et la prescription d'opioïdes. Et vous pouvez voir que ça, c'est essentiel dans les preuves scientifiques, la pratique. Et bon, donc, en fait, c'était vraiment un beau cadeau pour moi et pour l'autre personne qui a vu exactement les mêmes choses. Donc, ça a été vraiment mené par nos expériences respectives. Donc, on a commencé le projet par interviewer des femmes et on a fait une revue de la littérature. On voulait vraiment comprendre les vies, les, en fait, comment les femmes se sentaient lorsqu'on leur prescrivait des opioïdes pour contrôler leur peine. Donc, vous voyez, on a interviewé 22 femmes dans 3 régions. Le projet a commencé par les territoires du Nord-Ouest, Yellowknife et la Colombie-Britannique. Les femmes avaient de 25 à 80 ans et elles ont utilisé les opioïdes
pour quelques mois ou pour plusieurs années, même une vingtaine d'années. Un tiers des femmes ont utilisé des opioïdes pendant plus de 10 ans. Et quand on s'intéressait, il y avait en fait 31 maladies qui les ont poussées à utiliser cela. Donc, des accidents, fibromyalgie, mais il y avait beaucoup de maladies comme les migraines ou des maladies non diagnostiquées. Donc, quand on dit 31 maladies primaires, en fait, multiplions par ça. Et c'est vraiment les douleurs que les femmes éprouvaient. Donc, 30 bon, 24 personnes, en fait, continuaient à utiliser les opioïdes. Donc, maintenant, je vais vous parler des différents thèmes qu'on a pu relever parce que ça a eu une incidence sur, en fait, les prescriptions. Qu'est-ce que cela signifiait pour la gestion de la douleur? Alors, tout d'abord, il fallait équilibrer les avantages et les effets négatifs. Nous avons remarqué que les avantages ont largement dépassé les éléments négatifs. Donc, amélioration de la santé, une meilleure qualité de vie, un soulagement de la douleur. Et tout ça, c'était lié. Même en fait, le fait d'avoir une option de gestion de la douleur. Et la plupart des hommes ont trouvé que, en fait, ça dépassait largement les avantages, euh, dépassait largement les désavantages, comme la dépendance, constipation, étourdissement, etc. Le fait que la douleur soit soulagée avait un impact énorme. Ici, c'est une citation d'une personne souffrant de fibromyalgie qui dit, je crois que j'ai pleuré lorsque j'ai vu que j'avais énormément de douleur. Chaque fois que j'avais un soulagement, en fait, c'est quelque chose d'émotionnel, mais d'une bonne façon. Et j'ai senti que je pouvais enfin faire quelque chose. Je me sentais comme si j'étais high ou en fait un peu en état d'ébriété. Mais au moins, je pouvais faire des choses. Je pouvais aller sortir, courir au lieu de m'arrêter et au lieu de détester chaque seconde. Mais vraiment, c'était un très bon soulagement de la douleur que j'éprouvais. Donc, je crois que même si on n'a pas de nom ici, eh bien, cela relève aux effets de la douleur chronique. En fait, la douleur chronique, c'est pas juste au sujet de la santé physique, mais c'est aussi notre capacité à dormir, à socialiser, à aller au travail, à l'école, à poursuivre nos liens avec tous ces éléments-là. Et bon, je viens de ça d'un influenceur parce que je crois que c'est très bien fait. Mais l'autre chose qu'elle a expliqué ici, un travail, ça nous a permis de faire notre travail avec les entrevues, mais ça a été expliqué de façon plus implicite par rapport au grief ou à la perte de quelque chose, comment c'est ressenti. Et je crois que, en fait, ça a contribué à la poursuite des opioïdes, mais aussi aux sentiments qui ont été partagés pendant ces interviews. Donc, autre chose qu'on a entendu, et ce n'est pas surprenant, c'est le stigma lié à la grande douleur, à la santé mentale, au genre, à la capacité, à la classe, à l'utilisation d'opioïdes, à la race et l'ethnicité. Il y avait beaucoup de stigmas vécus par les personnes. Et bon, ben, c'était des amis, des prestataires de soins de santé, en fait. Personne ne pouvait se tourner vers quelque chose quoi, sans qu'il y ait des stigmas liés. Alors, avec les prestataires de soins de santé, beaucoup de femmes ont raconté, en fait, se sentir comme si elles étaient toxicomanes et non pas des personnes qui avaient besoin d'un traitement. Et bien évidemment, les personnes qui cherchaient en fait d'autres éléments, donc des femmes de couleur, des femmes célibataires, des femmes autochtones ou des femmes qui se trouvaient euh, confinées chez elles à cause d'un handicap. Donc, compte tenu de la nature de cette douleur, et ben, ces expériences sont très importantes parce qu'elles peuvent se prolonger et s'aggraver. Et la douleur peut avoir une incidence sur la capacité d'avoir accès à des gestions de la douleur ou à un traitement. Et ça a une incidence sur la confiance à l'égard des prestataires de soins de santé.
Donc, les femmes qui souffrent de douleurs chroniques, qui souffrent de stigma, parce que le stigma limite leur accès au traitement ou à toute autre stratégie en fait de soulagement de la douleur chronique. Et malgré les éléments négatifs, les femmes ont senti en fait de la compassion pour les prestataires de soins de santé qui comprenaient que la crise d'opioïdes imposait énormément de pression, ça limitait en fait les prescriptions et cela réduit en fait l'accès aux médicaments. Et pour certaines, et surtout celles qui avaient accès aux opioïdes comme une dernière possibilité, c'était particulièrement difficile. Mais il y avait aussi beaucoup de compréhension. C'est le contexte dans lequel nous vivons, nous opérons. Donc, ce qui est ressorti de ce concept de l'auto-défense, eh bien, c'est que les femmes qui cherchaient des informations pour elles-mêmes, tout simplement parce qu'elles ne l'optaient pas, elles ne savaient pas en fait, elles ne trouvaient pas d'informations sur ce que le plan de gestion de la douleur chronique pouvait leur offrir. Elles avaient le sentiment qu'elles ne pouvaient pas y avoir accès. Donc, finalement, dans les interviews, eh bien, on a remarqué un souhait d'une autre solution. Qu'est-ce qui peut dépasser les prescriptions? Comment obtenir des informations quant à l'utilisation d'opioïdes en toute sécurité? Quels étaient les effets secondaires, le risque de dépendance, l'accoutumance, etc. et les stratégies. Donc ça a été le début pour le reste de la présentation. Ce qu'on a entendu des femmes, et ce ne sont pas des directives en fait cliniques, mais ce sont juste des informations que je vous donne à titre pédagogique, si je puis dire. Donc, la première ressource, c'est celle-ci qu'on a créée pour les femmes vivant avec des douleurs chroniques. À la fin de la présentation, vous obtiendrez deux liens. L'un, c'est directement pour cette ressource et l'autre, c'est pour un site web que nous, à la fin, nous avons créé 13 ressources différentes, hein, deux dont je vais vous parler aujourd'hui. Et bon, j'ai commencé par celle-ci tout simplement parce que c'est une ressource qui a été créée tout particulièrement pour les femmes vivant avec des douleurs chroniques. Et vous allez remarquer qu'on commence par cette infographie à nouveau, parce que c'est vraiment très puissant. On a vérifié on a traversé les systèmes de santé sans être cru. Donc c'est là qu'on a commencé. Ensuite, on parle de genre et de sexe, parce que là, il y a encore un manque de compréhension de la façon dont tous ces facteurs liés au sexe ou au genre ont une incidence sur notre expérience et la façon dont on vit les douleurs chroniques. Et ensuite, eh bien, on va parler de stratégies de gestion des douleurs chroniques, plus particulièrement pour les femmes. Et certaines de ces stratégies, peut-être les avons essayées, d'autres seront peut-être nouvelles. Et elles sont expliquées sur deux pages où vous pouvez découvrir davantage d'informations sur chacune de ces stratégies, de quoi il s'agit, à quoi est-ce que ça peut servir. Et beaucoup peuvent être utilisées. En fait, ce qui est important et spécial par rapport à la gestion de la douleur, et qu'on ne nous explique pas, en tout cas on ne me l'a pas expliqué à moi, c'est que on peut créer des plans de gestion de la douleur chronique qui sont propres à nos besoins particuliers, nos besoins financiers, notre expérience et la disponibilité des services dans notre région. On peut créer des plans qui sont propres à notre cas. Et donc, ce qui est génial aussi par rapport à ces stratégies, c'est qu'à l'exception de deux neurodiagnostics en fait sont nécessaires. Donc pour les personnes qui se trouvent dans cette période limbo, eh bien, une de ces stratégies peuvent être utilisées. Alors, les stratégies les plus fondées sur les données probantes pour la douleur gestion, les talons en fait dans la gestion de la douleur chronique, ce sont les programmes de douleur interdisciplinaire. On peut inclure des traitements physiques, etc., réunissent différentes disciplines de santé pour faire face aux besoins exhaustifs et cela s'intéresse en fait à différentes choses. Bon, et on voit les preuves, on voit que c'est très utile, cela améliore la santé, les capacités de faire face, ça améliore l'humeur, la mobilité, la fonctionnalité, ça réduit la douleur. Et bon, il y a un institut à Toronto qui, bon, ils parlent comment leur programme réduit l'isolement. Et nous avons souvent la sensation d'être seuls, et non, c'est pas le cas. Donc, ce sont des éléments très profonds. Et beaucoup de programmes interdisciplinaires
contiennent aussi des éléments de réseaux sociaux, donc on peut communiquer ainsi. Ensuite, les autres modalités, ce sont les prescriptions. Donc, quand on parle de prescription, quand on a commencé ce projet, on a parlé des opioïdes, mais il y a beaucoup en fait d'éléments qui existent, y compris les opioïdes, les anticonvulsants, les antidépression, pour soulager la douleur. Mais ça dépend vraiment de la nature et de l'intensité de la douleur, ainsi que des considérations de santé de chaque personne. Alors, notre étude provient de ces travaux sur la prescription des opioïdes et au-delà. Nous reconnaissons et nous avons créé en fait des feuilles qui incluent ou qui tiennent compte de l'impact du dosage et d'autres facteurs. Et même si les opioïdes sont les plus efficaces à court terme, pour les personnes qui ne trouvent pas de soulagement ailleurs, pensons à ce qu'on peut ajouter à l'équation. Donc, afin qu'on ne dépende pas uniquement d'une chose pour la gestion de la douleur chronique, mais on élabore une approche visant à réduire notre douleur chronique. Il y a beaucoup d'interventions sur la qualité de vie ou sur le style de vie. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que, en fait, elles peuvent être gratuites, elles peuvent coûter énormément d'argent selon le parcours que vous suivez ou que vous adoptez. Et vous savez, bon, ben, je parle ici de l'exercice, la gymnastique. Bon, très souvent, en tant que client ou de patient, on entend que vous devriez faire du conditionnement physique. Et bon, à un moment donné, je crois que peut-être je l'ai dit trop fort, mais je me disais, comment, ou bon, d'accord, je vais faire de l'exercice, mais je vais avoir encore plus mal. Et puis, on catastrophie en fait le tout, la douleur. Mais la réalité, c'est que, en fait, ce qui est efficace pour l'exercice, tout comme pour le régime, c'est que c'est propre à chaque personne, n'est-ce pas? Donc, très souvent aussi, pour l'exercice que je vois, c'est que c'est lié au travail que je fais, par exemple. Donc, c'est lié au conditionnement là où les hormones sont affectées. Donc, par exemple, le yoga est très souvent renforcé parce que ça n'augmente pas en fait le taux de cortisone que d'autres activités. Un autre exercice dont on a beaucoup entendu parler dans nos interviews, c'est que en fait, je marchais, mais c'était une bonne forme de résistance, hein. Donc tout cela, en fait, peut être facile à faire selon la région dans laquelle où vous vous trouvez. Et vous savez, l'exercice, en fait, peut très bien aider, mais ça peut aider aussi pour améliorer la santé mentale. Donc c'est lié, en fait, dès lors quand on se renforce, eh bien, on renforce notre efficacité et on se rend compte que ce que l'on fait a une incidence tellement positive. Donc, vous avez en fait toutes sortes de choses que vous pouvez faire à la maison. Et je crois qu'en fait, c'est quelque chose qui est... Qu'est-ce que ça signifie? Ces dernières diapositives, en fait, sont plutôt pour les... Décoloniser le mindfulness ou la pleine conscience. Si vous n'étiez pas là, il y a différentes façons comment la pleine conscience émerge dans les collectivités des Premières Nations. La pleine conscience est la pratique visant à maintenir la conscience de se centrer sur le moment présent, ici et le maintenant, non, de façon à ne pas juger, c'est le non-jugement, etc., même s'il y a des situations de douleur. Le mindfulness, c'est un peu différent de la thérapie cognitivo-comportementale. C'est la pleine conscience où l'on met l'accent sur l'acceptation et, contrairement à la thérapie cognitivo-comportementale qui est structurée,
sur des objectifs, on met l'accent sur des résultats, des objectifs, eh bien, on peut voir comment nous changeons nos comportements, nos croyances, notre comportement. Il y a beaucoup de recherches qui portent sur la pleine conscience et la psychothérapie, ces champs d'études, et on a démontré que ces deux ces deux éléments sont très utiles pour la santé. Eh bien, on va voir des fournisseurs de soins et on nous dit, c'est tout dans ta tête, là. Et on nous dit, bon, vous êtes un petit peu, vous souffrez d'anxiété, etc. C'est dans votre tête. Mais il y a un changement au sens où, si on se rend compte que la douleur, c'est très stressant, avant même d'aller chercher un diagnostic, si vous voulez un diagnostic, eh bien, c'est très difficile à naviguer, en quelque sorte. Le stress, l'anxiété, la douleur, tout là s'exacerbe. Tout cela s'exacerbe. On voit que le soutien psychologique, c'est une façon comment nous prenons soin de nous-mêmes. On peut réduire la douleur liée au stress et trouver des stratégies pour composer avec la douleur. J'utilise le mot healthy en anglais, en santé, mais bon, c'est relatif. Il faut trouver des façons euh, de relaxer pour ne pas que s'exacerbe notre douleur. Il y a un livre de Monsieur Brotto, Better Sex Through Mindfulness, et les gens de l'Institut de recherche ont fait un très beau travail pour que la pleine conscience, le mindfulness, soit quelque chose de considéré dans le milieu. Elle a un livret de travail également, ce sont des ressources qui sont disponibles. Power over Pain, il y a beaucoup de ressources liées au mindfulness, la pleine conscience. Et c'est pas toujours lié au sexe, n'est-ce pas? Mais en tant que sexologue ou éducatrice en sexologie, je dois mentionner euh, cet ouvrage. Je vais parler d'autres modalités liées à la douleur dans mes dernières diapos et je vous dirai, ça ressemble à quoi lorsqu'on essaie de trouver ces soins. Une autre modalité de la douleur dont on parle, on va en parler, du cannabis et des opioïdes dans quelques sessions ultérieures. Beaucoup de gens dans notre travail ont entendu parler de ce projet et notre travail au centre également sur le sexe, le genre et le cannabis. Les femmes utilisent le cannabis de plus en plus pour la douleur. Et on a fait un très beau travail en Australie. On a publié beaucoup de recherches sur la douleur pelvienne et le cannabis. C'est une étude de Mike Moore's Lab, le labo de Mike, qui a considéré l'utilisation du cannabis pour des cas d'endométriose. La couleur vert, ça signifie une amélioration significative, c'est-à-dire une réduction de 50% par rapport à la gravité, etc. Donc, en jaune, c'est modéré. 25 à 35% de réduction dans la gravité ou la durée de la douleur. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de jaune et de vert ici. On voit que le cannabis, dans cette population-ci, chez les femmes qui ont de l'endométriose, par exemple en Australie, on voit que le cannabis a été très efficace pour la gestion du sommeil. C'était très utile pour la gestion de la nausée, des vomissements et pour la dépression et l'anxiété. Donc, on voit qu'on l'utilise beaucoup pour la gestion des symptômes. Donc, c'est utile pour la réduction de la douleur, la gestion des symptômes et le sommeil. Les femmes utilisent surtout le cannabis, selon l'étude, pour la gestion de la douleur. Les femmes on dit que c'est efficace pour la gestion de la douleur, de l'inflammation, pour améliorer le sommeil, empêcher les douleurs et les symptômes liés au cancer, au vomissement, aux nausées, etc. Les migraines, l'endométriose, etc. On voit les maux de tête, par exemple, les migraines. Tout ça s'est amélioré par l'utilisation du cannabis. Au centre, le médecin principal se rend compte que les femmes une perception particulière du cannabis. Les femmes perçoivent que le cannabis a moins d'effets secondaires que des médicaments sous ordonnance, les opioïdes. Et les femmes ont plus tendance à utiliser du cannabis pour remplacer leurs médicaments comme les opioïdes, des antidépressants, dépressants, pardon, et d'autres éléments que les femmes prennent pour contrer la douleur. Bon.
Alors, on remplace les antidépresseurs, par exemple, par du cannabis, etc. Beaucoup de femmes utilisaient l'alcool également pour se soulager, composer avec une douleur, et on utilisait d'autres substances de rue, comme on dit, pour composer avec la situation. L'utilisation de substances, douleurs, tout ça a été étudié. Donc, l'utilisation du cannabis est due à plusieurs raisons. Et maintenant, une autre composante dont j'aimerais parler, c'est le temps. En tant que c'est un thème très controversé, parce qu'il y a une recherche qui montre que le temps, ça peut être une stratégie efficace pour réduire la douleur chronique. Et peut-être à cause de la guérison, la douleur, développer des stratégies pour composer avec la douleur ou d'autres façons de vivre avec la douleur, des stratégies d'autogestion, de gestion de la douleur. Mais le temps, c'est utile parce que ça peut aider de différentes façons. Mais pour les gens qui cherchent un diagnostic, attendre simplement le temps, ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui ne comprennent pas leur douleur. Et donc, le temps, c'est plutôt le contraire. C'est comme si le temps empirait la douleur. Donc, ça dépend. Je vous ai parlé de certaines modalités qui peuvent vraiment être très efficaces pour la gestion de la douleur. Ça peut être très efficace pour votre gestion de votre douleur. Mais en même temps, ça peut être tout le contraire. Et donc, il faut trouver une stratégie qui vous convient, quelque chose qui vous correspond, qui correspond à votre vie. Vous devez trouver votre solution. Voilà ce dont on parle dans notre feuille de travail, mais cela ne nie pas qu'il y a d'autres modalités pour composer avec la douleur. Et donc, l'acupuncture, l'acupression, la gestion chirurgicale, la thérapie par la chaleur, le TENS, bon, les modifications sur votre style de vie, avoir des repas avec des gens que vous aimez, l'exercice, être rattaché au territoire, votre culture, faire des cérémonies de sudation, par exemple, si vous êtes autochtone. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Et donc, c'est important de savoir que les considérations biopsychosociales sont importantes lorsque l'on conçoit un plan de traitement ou de gestion. Et donc, il faut en parler avec les fournisseurs de soins. Alors, la feuille conclut sur cette réflexion. Quelle stratégie de gestion de la douleur avez-vous essayé? Quels étaient les avantages, les désavantages de ces stratégies? Avez-vous des questions que vous avez préparées ou que vous pouvez préparer pour votre fournisseur de soins par rapport à ces stratégies de gestion de la douleur? Quelles sont les stratégies fondées sur des données probantes présentées ici qui sont nouvelles pour vous? Bon. Il y a des choses qui marchent aujourd'hui, mais qui ne marchaient pas avant. Donc, ça prend du temps et un espace pour réfléchir, pour se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels étaient les contextes, etc. Donc, ce qui sera utile pour vous, c'est ça qui compte dans cette réflexion. En conclusion, je vais vous dire que avant de répondre aux questions, c'est un élément relativement au soutien, relativement au traumatisme. Un soutien qui bénéficie d'une information traumatique. Alors, nous avons créé une feuille pour trouver ce soutien. C'est un soutien pour des situations de traumatisme, mais euh, où l'on obtient de l'information sur les traumatismes. Comment bâtir un lien interpersonnel avec un fournisseur de soins, de services, où vous voyez que vous avez une collaboration quant à la gestion de votre douleur, où vous vous sentez sécurisé, vous pouvez développer vos compétences. Parce que il n'y a pas de personne plus forte qu'une personne qui a connu des expériences de douleur chronique. On sait ce que nos corps peuvent faire. On sait, on connaît ces choses-là. Donc, comment peut-on travailler avec des fournisseurs qui valident cela? Jen Gunter, médecin, a écrit un livre, Blood. Et dans le livre, on peut lire que passer du temps avec un praticien qui vous écoute et valide vos expériences, c'est de soi une intervention. Être écouté, c'est une intervention. Il faut se rappeler de ça et chérir ce concept. Aujourd'hui, qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, les meilleures stratégies de douleur sont celles qui fonctionnent pour vous. Quelque chose qui correspond à vos besoins biopsychosociaux. Et ça peut réduire la douleur plutôt que simplement de masquer la douleur. Ça vous donne des mécanismes pour composer avec une situation qui vous aide. Ça vous permet d'identifier
les événements qui peuvent résulter, des éléments déclenchants, par exemple, et vous aide à trouver une vie épanouie. Alors, avant, j'avais 15 ans, lorsque j'étais plus jeune, je ratais l'école. Il y a des gens qui ont raté leur mariage. Moi, par exemple, jamais je n'aurais cru un jour parler aux gens de mon expérience. Mais en parlant de notre expérience vécue, on peut trouver des stratégies qui marchent pour nous, car il s'agit de notre santé personnelle qui compte. Alors, notre cheminement. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Il y a des liens dans le clavardoir, mais si vous voulez des ressources additionnelles, vous pouvez tout simplement numériser le code QR ici à l'écran. Merci. Merci, merci, Lindsay. J'adore comment tu as terminé le tour. Tu as dit, c'est un périple à emprunter et on va trouver des stratégies qui fonctionnent pour nous dans ce périple. Ce qui marche pour Monsieur A, Madame A ne marche pas pour Monsieur X, Madame X. Alors, on peut vivre avec une douleur chronique. Comme moi, regardez, je suis une femme. J'ai été diagnostiqué avec d'autres choses qui sont spécifiques aux femmes, par exemple. Et vous avez dit quelque chose. Des fois, on nous a dit, c'est dans ta tête. C'est vrai, ça. Et disons que s'il y a un cas d'endométriose ou d'autres cas, on nous dit, oh, ça c'est nouveau. Non, non, c'est normal. C'est ordinaire. Ça va. C'est normal de souffrir comme ça. C'est ce qu'on dit aux femmes. Alors pourquoi les femmes n'obtiennent un diagnostic qu'après des années avoir vécu avec des symptômes? C'est qu'il n'y a pas assez de recherche sur ces conditions, ces situations. Pourquoi est-ce qu'on prend tant de temps à émettre des diagnostics? Pour plusieurs raisons, je pense. Je ne pourrais pas tout partager avec vous, mais je ferai de mon mieux pour vous en parler. Et lorsqu'on pense à notre système de la santé, le réseau et la recherche, c'est les hommes qui sont utilisés comme marqueurs, si vous voulez. Les études portent sur des hommes. Parce qu'on parle d'il y a 4 décennies de données qui sont faites sur les hommes. Donc, on n'a pas les éléments de recherche. Au niveau historique, donc, c'est pas là. Et donc, ça veut dire qu'on n'a plus la recherche sur des conditions qui En fait, des conditions qui sont plus prévalentes chez les femmes. Chez les filles, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent plus de financement sur l'endométriose, mais ce financement vient juste de naître ces 3 dernières années. Et donc, je pense que maintenant, il y a une priorité que l'on voit qui n'était pas là historiquement, qui n'était pas considérée. Je pense également que la conception ou la trame narrative liée au genre entre en jeu. On perçoit les femmes comme étant au niveau du genre faible, du sexe faible. Et si ça, c'est un stéréotype sur lequel on se base pour émettre des théories. Voyez-vous, si on regarde les données factuelles, c'est pas ça du tout. Les femmes ne font pas partie d'un sexe faible. Mais si c'est socialement comme ça que l'on voit les choses, alors absolument, il y aura des délais pour les diagnostics parce que les femmes doivent connaître la douleur, croit-on, mais ça se manifeste différemment. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu, surtout si je pense à l'endométriose et à la fibromyalgie, les deux exemples auxquels vous êtes référés dans vos exemples. Les symptômes, dans les deux cas, il y en a beaucoup. La plupart des gens qui découvrent, de femmes qui découvrent qu'elles souffrent d'endométriose seulement le jour euh, de la naissance de leur enfant, après la grossesse. Et donc, alors, si vous souffrez de choses comme de gonflement d'estomac après avoir mangé, des choses comme ça, c'est une chose. Et si votre ligne directrice pour le traitement, c'est la chirurgie, il faut attendre qu'un lit soit disponible pour la chirurgie. Donc, on va exacerber ces moments d'attente et vous êtes dans les limbes, là, dans un vacuum. Et donc, Alors, on sait, on m'a dit, mais on va vérifier si tu as l'endométriose et je me suis dit, oui. Mais et si j'en ai pas? On ne sait pas. Donc, qu'est-ce que cela signifie? La façon dont on pose un diagnostic
créer de longs délais. Donc, différentes raisons. Mais bon, il y en a quelques-unes pour commencer. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse, Lindsay. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une façon dont on peut avoir accès aux travaux de recherche dont vous avez parlé et pas uniquement derrière quelque chose qu'on doit payer? Bon, de Mike Harmer, je crois que c'est en accès ouvert. Sinon, peut-être que vous pouvez me contacter et je serai très heureuse de vous le transmettre. Mais de toute façon, on va publier aussi l'étude dont je vous ai parlé. Ça sera en accès libre, donc ça sera accessible sur notre site web. Merci. Et il y a deux questions d'une même personne, donc de Zana. La première chose, elle demande pourquoi est-ce que vous faites une différence entre les femmes et les femelles au tout début de laquelle je crois que vous l'avez fait. Et en deuxième question, seulement 22 femmes. C'est moins que 0,01% de la population de femmes souffrant de douleurs. Est-ce que cette information est utilisée à des fins de prise de décision? J'espère pas. Tout d'abord, je crois que je vais répondre à la deuxième question. Donc, recherche quantitative, on a quelque chose qu'on appelle. Donc, si vous entendez un thème qui surgit et que vous obtenez des réponses similaires, et vos thèmes sont, en fait, au total, la capacité maximale, c'est considéré comme la saturation. Donc, c'est très commun dans la recherche qualitative d'avoir des chiffres faibles. Les résultats, en fait, ne visent pas toute la population, assurément, les femmes qui, en fait, souffrent de douleurs chroniques et utilisent des opioïdes. Mais ça donne une référence. On a examiné la littérature également, donc, qui sur des recherches quantitatives et qualitatives. Donc, on a rejoint beaucoup plus de populations de femmes pour pouvoir euh, parler des données qu'on vous a données. Mais c'est une excellente question. Donc, bon, pour ce qui est du genre et du sexe, j'ai utilisé cela au tout début parce que je voulais parler de la raison pour laquelle c'est important qu'on en parle. Parce que très souvent, quand on parle de sexe et de genre ou de femmes, on enfin, on assume que tout le monde s'identifie en tant que cisgenre. Or, ce n'est pas du tout la réalité. Il y a des facteurs liés au sexe ou des hormones ou de physiologie, notre anatomie, neurobiologie, tout cela, tous ces facteurs ont une incidence sur la douleur telle qu'on la ressent. Ça interagit avec le genre, l'identité de genre, les rôles, les relations, les institutions, etc. Donc, selon la façon dont vous vous présentez en tant qu'individu, peut-être que vous allez en fait éprouver des facteurs qui sont liés à votre sexe à la naissance, hein, ou des facteurs liés à votre genre. Donc, quelqu'un qui s'identifie à une femme et qui pourrait ressentir telle ou telle chose. Merci beaucoup, Lisa. Prochaine question. Est-ce que vous avez trouvé que CBT, en fait, que le cannabis, en fait, pouvait aider ou avoir des effets négatifs? Bon, alors, non, on ne s'est pas penché vraiment là-dessus. On voulait savoir, en fait, si les interventions, en fait, dépendaient du genre par rapport à la gestion. Donc, on n'a pas vu d'effet secondaire du cannabis, mais il est très possible, bon, moi qui ai une expérience et qui ai une éducation sexuelle, qui suis éducatrice sexuelle, etc., peut-être que le cannabis, en fait, peut être mauvais parce que ça peut provoquer, en fait, quelque chose. Donc, tout à fait possible, effectivement, mais je, et je crois que c'est pour ça qu'à la fin, on a vraiment précisé, en fait, la thérapie cognitivo-comportementale, pardon, pas le cannabis. Donc, ça peut provoquer des expériences qui accroissent la douleur chronique. Donc, je crois que ça, c'est lié à ce que vous venez de dire. Donc, comment est-ce que les femmes peuvent mieux se défendre dans un environnement médical? Bon, d'accord. Alors, très bonne question. Je crois que, en fait, la défense de nos intérêts, c'est quelque chose de très difficile, tout simplement, parce que on se retrouve face à
Bon, de façon inhérente, il y a des grandes différences. Donc, quand on défend nos propres intérêts, c'est en menant des recherches, vous pouvez le faire si vous pouvez défendre vos propres intérêts dans une situation en demandant à un ami de vous aider à prendre des notes ou qui peut enregistrer et vous pouvez vous défendre en dénonçant une situation, en ayant un journal. Donc pour les femmes qu'on a interviewées, le fait de parler des avantages et des désavantages, on avait une femme qui a écrit tous les médicaments qu'elle a pris au cours des 10 dernières années. Donc, à quelle heure, à quel dosage, et elle pouvait aller voir le prestataire et elle disait, moi, j'ai pas trop utilisé, c'est exactement ce que ça fait. C'est comme ça qu'elle défendait ses intérêts. Moi, quand je veux voir mon médecin, eh bien, j'ai tout mon historique de médicaments. Ça, c'est ma façon de faire aussi, de défendre mes intérêts. Bon, ça dépend vraiment d'une personne. Il y a beaucoup de ressources en ligne également, selon les types de douleurs chroniques. Donc, il y a des journaux, des conseils que vous pouvez utiliser. Mais les ressources, en fait, de soutien aussi, ou les questions à la fin, ça peut aider. Ah, très bien, oui. Quelqu'un récemment a dit que chaque fois qu'ils ont un rendez-vous médical, ils écrivent en fait tous les symptômes et les médicaments qu'ils prennent, ils remettent un exemplaire au médecin et un exemplaire pour elle-même. Donc, moi, en général, j'écris ça dans un livre, dans un journal, et j'ai tout avec moi. S'il y a des médicaments que je prends, eh ben, je les amène avec moi aussi. Donc, l'idée de prendre quelqu'un avec soi ou d'enregistrer, ça, c'est quelque chose, effectivement, que j'ai déjà entendu dire par le passé. Donc, oui, quelques conseils pour justement défendre nos points de vue. Merci beaucoup. Est-ce que le cannabis est bon pour les femmes, pour permettre aux femmes de contrôler le douleur chronique? Je ne suis pas une clinicienne, je ne peux pas en fait conseiller quelques médicaments ou substances que ce soit. Il y en a certains qui disent que ça aide à limiter quelque peu les récepteurs. J'ai vu surtout pour la pelvique, donc si ça relève des douleurs pelviques, pour vous, ça peut être très utile. Pour aussi la gestion des symptômes, de l'anxiété. Donc, si vous avez un lien entre la douleur et la santé mentale, et si le cannabis réduit l'anxiété, ça peut aussi peut-être aider à soulager la sensation physique de douleur. Ça peut être une option, mais je ne peux pas en fait donner de conseils de nature clinique. Oui, je comprends très bien. Il y a une question d'Isabelle. Est-ce que vous pouvez en fait mettre le nom du médecin et le titre du document? Je vais le mettre dans la boîte de clavardage, juste après la présentation, si ça vous va. Oui, très bien. Prochaine. Alors, j'aime beaucoup, vous avez commencé par une image de Yellowknife. J'y ai vécu pendant 4 ans et c'est un de mes endroits préférés ici au Canada. Et j'ai beaucoup appris au sujet de la culture, oups, désolé, non, de ma culture autochtone et de moi-même. J'ai reçu le diagnostic de fibromyalgie là-bas. Je me suis défendue pendant 2 ans et j'ai mené énormément de recherches de mon côté. Désolée, une longue question. J'ai mené des recherches aussi sur les médicaments. J'ai essayé 4 différents médicaux. Et puis finalement, je ne me sentais pas médicaments. J'ai essayé des médicaments. J'ai demandé au médecin de me donner du cannabis médical et j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Les niveaux de douleur ont diminué. Merci beaucoup du temps imparti aujourd'hui. J'espère qu'on pourra dépasser les stigmas au sujet du cannabis. M'a ouvert les yeux. Cette conférence, en fait, a beaucoup aidé et devrait beaucoup aider les gens qui souffrent de douleur. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Il y a une question ici de Shivani. Est-ce que vous pouvez parler de ce que les participants ont pensé par rapport à l'usage du cannabis? Par exemple, la durée, les avantages, les désavantages, et s'ils le recommanderaient, principales préoccupations. Alors, le cannabis n'a pas été largement partagé. J'essaye de me rappeler les différentes entrevues. Le cannabis n'était pas une stratégie très commune chez les femmes auxquelles j'ai parlé, que j'ai interviewées. C'est plutôt dans les recherches qu'on a menées.
par rapport au cannabis, mais aussi par rapport à- aux modalités efficaces ou les stratégies contre la douleur chronique fondées sur le genre. Donc, ce que je vous recommande, en fait, c'est que on a le lien vers notre site web et il y a des ressources propres au cannabis. Donc, vous y trouverez davantage d'informations normalement là. Pas plus que ce que je pourrais vous parler parce que là, on inclut des travaux beaucoup plus vastes, hein, et non pas nos travaux particuliers. Merci. Un dernier commentaire de Teresa. Donc, selon ma propre expérience, la défense d'intérêt égale la persistance et la capacité à dire non. En abandonnant un médecin et en trouvant un autre, lorsque le médecin ne coûte pas ou n'apprend pas. Donc, patience et persistance. C'est comme ça que j'ai pu, en fait, mettre sur pied un solide cercle de soins. Très bon, Teresa. C'est bon de savoir ce qui fonctionne pour nous, mais finalement, en fait. Donc, merci énormément, Vanessa, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à ici. J'apprécie énormément. Alors maintenant, je vais passer la parole à Pachi. Merci bien. Oui, alors, merci beaucoup d'avoir assisté à cette séance. Merci à tous les participants à cette conférence aujourd'hui.